Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Le volet social reste la priorité de l'État en termes de dépenses. Ainsi, les nouveaux investissements dans ce projet de loi de finances rectificative de 2022 sont la construction de routes et l'énergie. Les détails avec Christelle Rakout-Malal et Yves Jamel. Initialement prévu à 3 266,7 milliards d'ariars en fin d'année, le crédit ouvert aux dépenses courantes de la solde a été modifié à 3 237,6 milliards d'ariars, soit une baisse de 29,1 milliards d'ariars par rapport au LFI 2022. Ce réajustement s'explique par une réduction de 23,2 milliards d'ariars du crédit alloué au recrutement suite à la réduction du nombre de dotations de postes budgétaires au titre de 2022. Le nombre d'agents à recruter est passé de 22 914 à 17 900. L'éducation nationale, la santé publique, la sécurité publique et la justice seront priorisés. Ainsi, 17 200 postes budgétaires seront affectés au sein de ces ministères et 700 postes au sein des autres ministères. Il y a aussi une baisse de 10 milliards d'ariars du budget des ambassades en raison des retards dans la nomination des ambassadeurs. Il y a également un transfert de 40 milliards d'ariars du crédit de base vers la CNAPS pour subventionner la hausse du salaire minimal d'embauche dans le secteur privé et l'intégration des salaires du personnel administratif et technique des universités dans le calcul des dépenses courantes de la solde de catégorie 2. Cette décision a été prise par les autorités afin de remédier aux problèmes récurrents de paiement de leurs salaires. Ainsi, l'enveloppe de 21,9 milliards d'ariars au titre de 2022, comptabilisée dans la rubrique transferts et subventions, sera transférée dans les dépenses des personnels. Le montant alloué au prêt pour combler le déficit de solde de la caisse de retraite est passé à 339,9 milliards d'ariars contre 293,9 milliards d'ariars dans la LFI 2022. La contribution et l'investissement apportés à la JIRAMA ont été révisés à 500 milliards d'ariars, soit une augmentation de 120 milliards d'ariars par rapport au LFI 2022, y compris les dépenses de gestion de l'eau et de l'électricité. Quant au jeu des îles, un budget de 8 milliards d'ariars a été alloué. De plus, une augmentation de salaire de 20 000 ariars par mois pour les 19 169 chefs Fouctane est prévue en LFR 2022. Elle s'applique au second semestre. Conformément au défi du gouvernement malagasy d'améliorer le volet social, une enveloppe complémentaire de 11,5 milliards d'ariars, soit 2,56 millions de dollars, sera inscrite au budget du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. En marge de la préparation des futures élections et en raison du fait qu'une partie de la population en âge de voter ne dispose pas de carte nationale d'identité, une campagne de délivrance de jugements supplétifs et CIN sera menée cette année. À cet effet, un budget complémentaire de 16,4 milliards d'ariars sera inscrit au MID. Dans la page politique de ce jour, la reforestation a été au cœur de la rencontre à Istanbul entre le président du Sénat de Madagascar et le directeur général des forêts de la Turquie. Le président du Sénat, Erman Arazafmayev, s'est entretenu avec le directeur général des forêts de la Turquie, Bekir Karakabey, pour un échange d'expériences entre les deux pays en matière de reforestation. Mervoula Tsfera nous en dit plus. La Turquie a une grande expertise reconnue mondialement dans le domaine de la reforestation et s'ouvre à Madagascar pour partager ses expériences dans un cadre de coopération parlementaire entre les deux pays. Une coopération qui portera sur plusieurs domaines, dans la culture des pépinières, le renforcement des capacités, le recours aux techniques pour de vastes reforestations. Le Sénat de Madagascar s'est engagé depuis cette année 2022 dans une initiative de réaliser une vaste reforestation sur toute l'étendue de Madagascar. Il a commencé ce projet en plantant 40 000 jeunes plants à Tsaramaswanj, dans le district d'Ankasbe, sur la route nationale 4.
Une initiative qui se poursuit avec les sénateurs dans toutes les régions de Madagascar. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a eu lieu la rencontre entre le président du Sénat de Madagascar et le directeur général des forêts de la Turquie. Dans un tout autre sujet maintenant et toujours dans l'actualité de ce jour, les préparateurs des sujets d'examen du baccalauréat de cette année 2022 sont entrés en conclave depuis hier. Les contrôles seront renforcés pour éviter la fuite de sujets selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Concernant les vacations de l'année scolaire 2020-2021, la ministre a affirmé que tout cela est actuellement sous contrôle. Reportage de Miarvoulasfer sur les images de Secha Rangenas. Le conclave des préparateurs des sujets d'examen du baccalauréat de cette année a commencé hier et durera 40 jours. La préparation des examens est en cours selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais le contrôle sera renforcé afin d'éviter la fuite des sujets d'examen. Cette mesure sera mise en place avec l'appui des forces de l'ordre selon les explications. Les vacations de l'année 2020-2021 ont été déjà envoyées auprès de toutes les universités, d'après toujours la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les techniciens des 3 ministères, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, se donnent la main pour la préparation et la correction des sujets d'examen. Le ministère de l'Enseignement technique se chargera de la coordination et de l'élaboration de tous les sujets d'examen, tandis que le ministère de l'Enseignement supérieur se chargera de la réalisation et du bon fonctionnement des examens. Rappelons que l'examen du baccalauréat débutera le lundi 18 juillet prochain pour la catégorie générale et la première partie du baccalauréat technologique et technique, mais aussi professionnel, si la deuxième partie de ces dernières catégories se poursuivra du lundi 25 au jeudi 28 juillet prochain. Restons toujours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. La signature de protocole de partenariat dans le cadre du lancement du Fonds de solidarité pour l'innovation ou FSPI a été effectuée entre l'ambassadeur de France Christophe Bouchard et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Elia Béatrice Assomakou, ayant fait l'objet d'un atelier de construction en septembre 2021 avec l'appui du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Le FSPI est conçu dans l'objectif d'une amélioration et de modernisation de la qualité de l'enseignement supérieur à Madagascar et touchera aussi bien les étudiants que les enseignants. À l'endroit des étudiants, le projet prévoit des formations qui contribueront à leur succès et leur permettront d'accéder à une employabilité adéquate afin qu'ils puissent répondre aux besoins du marché du travail et de l'économie malgache. Tandis que pour les enseignants, les appuis seront axés sur le renforcement de capacités prévues pour une durée de 2 ans. Le projet bénéficiera d'un financement à hauteur de 581 400 €. Écoutons l'ambassadeur de France. C'est un projet qui a été vraiment conçu en commun par les spécialistes français et les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, qui vise à renforcer l'enseignement supérieur malgache, en particulier vis-à-vis des étudiants, voir comment on peut renforcer la formation des étudiants. Également ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire faire en sorte que les formations dans les universités de Madagascar soient le plus adaptées possible aux besoins de l'économie de Madagascar en emploi. Et ça, c'est un travail qui se mène avec toutes les universités, région par région, parce que les besoins ne sont pas les mêmes de toutes les régions, pour que tout simplement les étudiants aient la bonne formation et ensuite trouvent du travail en sortant de l'université. Et puis l'autre aspect, c'est la formation des enseignants du supérieur, parce qu'il est évident que la qualité du personnel enseignant, c'est un élément majeur pour déterminant évidemment pour la qualité des études. Donc ça recouvre tout un tas d'actions concrètes, des ateliers de formation, des travaux qui sont menés avec l'ensemble des interlocuteurs du côté malgache et du côté français, et puis aussi des actions de renforcement de capacité. Donc c'est un bon exemple, ça a été vraiment construit en quelques mois par les équipes de France et de Madagascar. C'est un projet qui dure 2 ans, donc est là aussi concentré dans le temps, donc ça nous oblige tous à être efficaces et
et à pouvoir montrer très rapidement des résultats positifs, même si bien sûr ça n'est qu'un aspect de la coopération plus large qui existe entre nos deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc c'est un effort qui se poursuivra à l'avenir. Le drapeau est un symbole de souveraineté à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la célébration de l'indépendance de Madagascar et de la fête de l'armée. Une levée de drapeau s'est tenue ce jour au ministère des Affaires étrangères à Nuus avec le CTANO. Comité organisateur des rituels doivent être respectés lors des levées de drapeau, et cela a été rappelé aujourd'hui à cette occasion. Restant toujours dans le cadre de cette célébration de l'indépendance de Madagascar, il fera beau justement le jour de l'indépendance dans les Hautes-Terres selon les informations émanant du service de la météorologie aujourd'hui. La brune cessera à partir de ce samedi 25 juin, toujours d'après les explications que rapporte Fiti Merkoufine dans ce reportage. La saison hivernale a débuté ce mois de juin à Madagascar. Les Hautes-Terres et la partie Est sont les plus concernés par ce changement, mais la température moyenne pour cet hiver est relativement élevée comparée aux températures hivernales des années précédentes, selon le service de la météorologie. L'hiver est estimé prendre fin en septembre, toujours d'après les explications. Concernant les conditions météorologiques pour le jour de la fête nationale, le beau temps sera au rendez-vous d'après les prévisions de Météo Madagascar, car en effet, le soleil brillera même si aujourd'hui et pour la journée de demain, le temps sera nuageux. Les pluies fines continueront également, mais elles disparaîtront à partir du samedi 25 juin. La température moyenne pour la journée du 26 juin sera de 20 à 21 degrés pour les Hautes-Terres. Pour les régions Sava, Analandsroof et Atsnanan, le temps sera nuageux, accompagné de pluie le jour de la fête nationale. Et comme nous l'avions abordé dans nos précédentes éditions, la célébration de la fête de l'indépendance a débuté cette semaine. Après le concert évangélique qui a marqué le début des festivités, des podiums ont été mis en place un peu partout à travers la ville et les périphéries. Nos journalistes ont ainsi sillonné la ville hier pour vous faire vivre l'ambiance des festivités. Reportage. Troisième jour du podium devant le palais de la justice à Nuus hier soir. Depuis lundi, divers artistes se sont succédés pour animer les festivités et mettre la population dans une ambiance de fête. Hier soir, ce sont les artistes de variété malagasy qui ont chauffé le podium. Les spectateurs sont même venus de loin pour voir ce podium dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'avènement de l'indépendance. Du côté d'Ambujachim, la célébration de la fête de l'indépendance a été chaude malgré le temps qu'il faisait hier. La population a attendu de telles fêtes depuis longtemps. De plus, cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de podium à cause de la crise sanitaire. De nombreux spectateurs sont venus ici à Ambujachim pour voir leurs artistes préférés, mais aussi pour se divertir. Ce genre d'événement marque la solidarité et l'union, selon le député élu dans la circonscription d'Ambujachim. La région Analamang a co-organisé les podiums avec les élus dans les districts périphériques. Hier, Stéphanie et Bigamji ont animé la soirée. Dans les actualités internationales de ce soir, selon un haut responsable régional, au moins 1 millier de personnes ont été tuées lors d'un séisme de magnitude de 6,1 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi. Des équipes de l'ONU et de ses partenaires humanitaires sont en train d'être déployées pour porter secours aux rescapés. France 24.
Oui, ces opérations sont très compliquées. Il y a toujours plusieurs personnes qui sont coincées sous les décombres de leurs maisons qui se sont effondrées. En Afghanistan, dans les villages, les maisons sont empisées, elles sont en terre et elles résistent très très mal au tremblement de terre. On sait que des centaines de maisons se sont effondrées à la suite de ce séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. Les secouristes doivent faire ces opérations dans des conditions très très difficiles puisque cette zone est très montagneuse, elle est très escarpée. Et puis il y a eu des pluies qui ont créé des inondations par endroits, ce qui rend l'accès aux zones sinistrées encore plus difficile. Il y a un manque cruel de moyens également. Hier, quelques hélicoptères survolaient la zone à la recherche des disparus coincés dans les décombres de leur maison, mais en nombre insuffisant puisque l'Afghanistan n'a pas les moyens d'intervenir à la hauteur des besoins de cette catastrophe naturelle. Le pays vivait sous perfusion de l'aide internationale. 80% du budget de l'État dépendait de cette aide internationale qui a été coupée lorsque les talibans ont pris le pouvoir il y a un peu moins d'un an. Et depuis, les talibans se débattent contre une grave crise humanitaire, incapables de faire face à la grave crise économique dans laquelle est plongé le pays. Le régime taliban en appelle d'ailleurs à l'aide des pays et de la communauté internationale pour intervenir auprès des populations sinistrées, car il y a un manque d'infrastructures. Les zones sont sont très très difficiles d'accès. C'est ce que nous a confirmé hier l'ONG Première Urgence Internationale, qu'il y a bien une équipe sur place, mais avec laquelle les communications sont très difficiles puisque Internet ne fonctionne pas sur la zone et le réseau téléphonique est très très mauvais. Et le cercueil de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de RD Congo, exécuté en 1961, a quitté Bruxelles et est rentré hier au pays. Des cérémonies à Onaloa, le village qu'il a vu naître sans prévu pendant 2 jours avant un périple qui s'achèvera le 30 juin à Kinshasa, où après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'humation. France 24. 61 ans. C'est le temps qu'auront attendu les Congolais pour récupérer la dépouille de Patrice Lumumba. Parti de Belgique, le cercueil du père de l'indépendance est arrivé mercredi en République démocratique du Congo. À Onaloa, son village natal, l'heure est au soulagement et à l'émotion. Mes yeux ne voient plus. Je ne sais plus marcher. Mais je suis très heureuse d'apprendre que le corps de notre fils revient, même si je suis incapable de bouger. 2 jours plus tôt, lors d'une cérémonie à Bruxelles, la Belgique avait restitué à la RDC une dent de Patrice Lumumba, seul reste du héros congolais. Le Premier ministre belge Alexander De Croo avait alors renouvelé les excuses de la Belgique pour sa responsabilité dans l'assassinat en 1961 de cette figure emblématique du mouvement anticolonialiste et panafricain. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Premier ministre de l'ancien Congo belge devenu indépendant le 30 juin 1960, Patrice Lumumba a été renversé dès septembre 1960 par un coup d'État orchestré par le futur maréchal Mobutu. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes de la région du Katanga avec la complicité de mercenaires belges. Son corps, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. Une cérémonie d'inhumation doit être organisée à Kinshasa le 30 juin prochain, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et côté Ukraine et Russie, depuis plusieurs semaines, Lysychansk est bombardé, pillonné et encerclé par l'armée russe. Les détails avec France 24. Un quart d'heure pour faire sa valise et emporter avec soi le principal. C'est le temps accordé à Katia pour quitter au plus vite sa maison. Son mari a été blessé par un obus alors qu'il allait chercher de l'eau. Le couple a alors décidé que cette fois-ci, il fallait s'en aller. Nous sommes conscients qu'il n'y aura pas de fin heureuse ici. Après que l'obus a atterri devant notre cour hier, nous avons perdu tout espoir de nous échapper sans aide. La famille est évacuée de la ville de Lysychansk grâce à ce groupe de bénévoles ukrainiens. Depuis 2 mois, Anton Yaremchuk et son équipe frappent aux portes avec l'objectif de sauver les civils des bombes.
Ce jour-là, le danger est particulièrement proche. Les Russes se trouvent à moins de 3 km de Lysychansk. Quelque chose vient de tomber très près. Nous allons aller voir ce qu'il en est en ville, mais ça n'a pas arrêté de tomber de la journée, donc toute cette zone est très dangereuse. Leur mission se poursuit d'un bout à l'autre de la ville. Sacha, victime d'une attaque cérébrale, n'a reçu aucune aide médicale depuis 5 jours. Il va enfin pouvoir quitter l'horreur de Lysychansk. Avant la guerre, 100 000 personnes vivaient à Lysychansk. Environ 8 000 seraient encore sur place selon les autorités locales. Je suis sûr même que des civils seront laissés pour compte. Il y aura des combats de rue ici pendant des semaines ou peut-être même des mois. Et évidemment, ces gens ne devraient pas rester. Mais ils le feront et beaucoup d'entre eux mourront ou resteront dans des conditions horribles très longtemps. Après des semaines de combats, les Russes et leurs alliés ont conquis presque toute la ville voisine de Severodonetsk. Elles cherchent désormais à encercler la zone et revendiquer la conquête de toute la région de Louhansk. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. N'oubliez pas votre série Revenge dans quelques minutes. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.